En RD Congo, les partisans du président Joseph Kabila ont mis en cause vendredi l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba. L'ex-chef de guerre a annoncé son retour pour mardi afin de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Les Zimbabwéens votent ce lundi pour les élections générales. Nelson Chamisa, le leader de l'Alliance MDC, dénonce des irrégularités électorales présumées et accuse le régime de tentative de fraude. Le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, se déclare ouvert à une alliance avec l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Ceci alors que le PDC et le RDR sont à couteau tiré à cause du lancement du grand parti unifié. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Les partisans du président congolais Joseph Kabila ont mis en cause ce vendredi l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba, l'ex-chef de guerre qui a annoncé son retour mardi en République démocratique du Congo pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Les détails. Jean-Pierre Bemba pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale. Les personnes condamnées pour corruption sont inéligibles, a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundou, devant la presse. Atundou souhaite que Jean-Pierre Bemba s'engage par une déclaration solennelle à ne pas se présenter s'il s'avérait qu'il se trouvait dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale. Condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba, 55 ans, a été acquitté en juin et remis en liberté provisoire et conditionnelle. Il a été condamné en mars 2017 dans une affaire annexe pour subornation de témoins. Une corruption de témoins selon Alain Atundou. Début juillet, un procureur de la Cour pénale internationale a requis 5 ans de prison dans cette affaire annexe. La Cour pénale internationale n'a pas fixé de date pour le verdict. Jean-Pierre Bemba, actuellement en Belgique, doit signaler à la Cour pénale internationale tout changement d'adresse. Sénateur en République démocratique du Congo, il a obtenu un passeport diplomatique des autorités congolaises. Les élections prévues le 23 décembre 2018 doivent organiser le départ du président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter, mais n'a donné aucune indication sur un possible dauphin. Le dépôt des candidatures à la présidentielle court jusqu'au 8 août. Élection toujours, cette fois-ci au Zimbabwe, où les électeurs votent ce lundi pour les élections générales. Un scrutin clé qui devra se jouer entre le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et le principal opposant, Nelson Chamisa. Le leader de l'Alliance MDC déclare avoir écrit à la SADC au sujet d'irrégularités électorales présumées avant le jour du scrutin. Il a reproché à l'organisme régional de ne vouloir agir plutôt qu'après coup. Il accuse le régime de tentative de fraude. Suivons un extrait de sa déclaration. La commission électorale zimbabwéenne a montré de nombreuses lacunes des commissions et des omissions qui sont extra-légales. Ils connaissent la loi, ils ne l'ont pas respectée, ils n'ont pas respecté la Constitution. Nous sommes inquiets à ce sujet. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il n'y a aucune chance que M. Mnangagwa remporte les élections au Zimbabwe sur le sol africain. Nous avons gagné cette élection. Ils ne seront pas autorisés à truquer les élections. Ils peuvent parfois truquer, mais ils ne peuvent pas truquer tout le temps. Et c'est pourquoi nous le disons, ils n'iront pas plus loin. Nous avons vu qu'il y a maintenant une nouvelle forme de violence. Utiliser la nourriture comme arme politique. Le ZANU-PF a distribué de la nourriture aux gens en juin. C'est bizarre. Non seulement cela, mais ils sont aussi victimes des partisans de l'opposition qui sont perçus comme des partisans de l'alternative. Aussi y a-t-il la violence psychologique, la violence douce, l'intimidation des gens, la violation des droits des gens. La liberté d'association, oui, mais la liberté d'association est privée. Ce sont tous ces problèmes que nous voyons.
Oui, je confirme que j'ai écrit au président Cyril Ramaphosa et j'ai également écrit à la Troïka et je m'attendais à obtenir une réponse sur la question de l'impasse autour du scrutin, autour de la question de la liste des électeurs, autour des litiges, autour de l'indépendance de la commission électorale. Ce sont des lignes rouges. Mais malheureusement, la SADC semble vouloir réagir après coup. Ils ne semblent pas être proactifs. Ils veulent voir du sang dans les rues. Ils veulent voir le sang couler, mais nous disons que nous ne voulons pas de sang dans les rues. Évitons les tensions, évitons l'instabilité. Ils vont essayer de truquer les élections, mais nous mettons tout en place. Nous avons fait de notre mieux. Dieu fera de son mieux. Je l'annonçais en titre, le Front populaire ivoirien FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, se déclare ouvert à une alliance avec l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié, le grand allié du président Alassane Dramane Ouattara. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de Bédié et le Rassemblement des Républicains RDR de Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, sont à couteau tiré à cause du lancement du grand parti unifié voulu par le chef de l'État. Les détails. La crise au sein de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire est le témoignage de la faillite d'une politique, a estimé l'opposition ivoirienne qui envisage un rapprochement avec le PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition. Pascal Affi-N'Guesson a affiché cette volonté lors du congrès du Front populaire ivoirien. Notre tristesse, c'est l'absence remarquable à nos côtés en ce moment particulier de notre lutte du camarade Laurent Gbagbo, fondateur du parti, injustement incarcéré dans les geôles de la Cour pénale internationale. La douloureuse situation qu'il vit nous peine et je voudrais que vous transmettiez au président Henri Konan Bédié toute notre affection, mais aussi tout notre soutien et toute notre disponibilité pour sauver la Côte d'Ivoire ensemble. L'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est l'instrument des vainqueurs du 11 avril 2011. L'État de Côte d'Ivoire n'est plus le garant des libertés, de la justice, de la sécurité et de la propriété, mais un instrument de domination, d'exclusion et d'exploitation du peuple par le clan au pouvoir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI d'Henri Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains RDR du président Alassane Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, sont à couteau tiré à cause du lancement du grand parti unifié voulu par le chef de l'État. Le PDCI refuse de rejoindre ce parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui n'était jusqu'à présent qu'une alliance électorale formée depuis 2005. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. La chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali est en visite à Mopti et rencontre les différents acteurs du processus électoral qui lui font part de leurs préoccupations. La mission déploiera environ 100 observateurs sur le terrain le jour du scrutin. Ce sera demain dimanche. Mopti, c'est aussi un des défis de ces élections. Nous sommes dans un contexte assez particulier et il y a des violences intercommunautaires graves et préoccupantes et surtout aussi nous sommes devant des attaques extrémistes qui mettent en danger la vie de la population, qui mettent en danger aussi les représentants de l'administration locale, mais aussi tout un processus électoral. Cette progression rapide de retrait des cartes tire notre attention et nous sommes en train de vérifier est-ce que les cartes aujourd'hui sont enlevées comme la loi le dit individuellement ou il y a des cas, des lieux où les cartes sont remises en nombre, soit à un chef de famille, soit à un chef de village. Atara dugulati yano sisa kan kana ben voter ni ma wala nana ka carte bomba blay nana bina carte soranya ka soroka ta voter. Nous on va voter mais on a très peur. On a peur pour nos enfants, pour notre mari, les frères, nos frères, sœurs, tout. Parce qu'il y a tellement de danger ici. On ne sait pas quoi faire.
On ne peut même pas dormir, on ne peut pas aller au marché, on ne peut pas aller derrière le fleuve, tout. Donc vraiment, nous, on a très peur ici. C'est pour améliorer la situation sécuritaire à la frontière libyenne avec le Tchad et afin de lutter contre le trafic illégal de toutes sortes que les responsables libyens et tchadiens se sont rencontrés mercredi dernier à N'Djamena. La délégation libyenne était conduite par le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, qui a rencontré le président tchadien Idriss Déby Itno. La coordination sécuritaire entre les deux pays était au cœur de cette rencontre. Voici les images. Dans le triangle frontalier du sud libyen, les trafiquants de produits illégaux se déplacent en bandes lourdement armées et font toutes sortes de trafics. Le sud libyen est devenu, surtout depuis 2011, une base arrière de tous les trafiquants et bandits qui s'activent dans le Grand Sahara en traversant les frontières sans qu'ils ne soient inquiétés. Des accrochages très violents ont eu lieu ces derniers mois entre des groupuscules armés et l'armée régulière dans le sud libyen, tout comme au nord du Tchad et au sud du Niger. Ces groupuscules agissent dans ces zones à partir du sud libyen. Assez souvent, les intérêts de ce grand banditisme rejoignent ceux des djihadistes. Ils traversent les mêmes routes entre la Libye et les pays voisins. Le sud libyen constitue également la base arrière des rebelles tchadiens qui y possèdent des camps d'entraînement. Beaucoup de rebelles se recyclent dans le trafic ou se transforment en mercenaires. Les autorités libyennes à Tripoli affirment qu'il existe 18 000 mercenaires tchadiens dans les rangs des factions libyennes opposées. Les autorités de l'Est ont déclaré avoir recensé 1000 Tchadiens dans les forces qui ont attaqué le croissant pétrolier le mois dernier. Autant de raisons qui exigent une réponse commune des autorités de la Libye, du Niger, du Tchad et du Soudan à leurs frontières. Un accord en 4 phases a été trouvé entre ces 4 pays pour relever l'énorme défi sécuritaire que pose le sud libyen. La 4e et dernière phase sera signée le mois prochain à Khartoum. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a fêté cette année ses 50 ans d'existence. Un demi-siècle au service de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique avec près de 18 000 enseignants-chercheurs formés et la reconnaissance de diplômes à près de 1000 offres de formation. Aujourd'hui, l'institution tire donc un bilan satisfaisant de son parcours. Claude Romba pour le reportage. 1968 à 2018, que de chemin parcouru par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. L'institution est aujourd'hui reconnue pour sa crédibilité et considérée comme un modèle réussi d'intégration panafricaine en matière de mutualisation des ressources de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a promu dans les différents grades l'enseignement supérieur et la recherche 17 769 enseignants-chercheurs et chercheurs sur 24 291 dossiers traités. Il a délivré la reconnaissance du diplôme à 918 offres de formation. Le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi, a rappelé que la création de l'institution a été motivée par une envie de concevoir et de promouvoir la concertation en vue de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche, de favoriser la coopération entre les différentes institutions. Aujourd'hui, le CAMES regroupe 19 pays avec un réseau de plus d'une centaine d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée reparties entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la région des Grands Lacs et l'océan Indien. Le Conseil des ministres a doté à Cotonou, en 2013, au Bénin, le CAMES, d'un plan stratégique de développement innovant et structurant qui met en cohérence mission et programme avec le développement récent de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en Afrique. Un plan stratégique donc comme une feuille de route quinquennale et référentiel d'action du CAMES en vue de la modernisation et d'une entrée dans la modernité. Ce sont 7 axes stratégiques qui prennent en compte les contextes universitaires, scientifiques, socio-économiques et politiques à l'échelle continentale et mondiale. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle. Merci. Visitez nos sites, nos différents sites pour l'actualité, toujours en continu. Merci, à très bientôt sur SICA.